Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on n'accepte que les Grinch. Salut, moi c'est Marie et j'ai toujours pas fait mes cadeaux de Noël. Et moi c'est Anaïs et je déteste Noël. Et oui, c'est la saison, malheureusement. Moi j'adore Noël. Ouais, bah super pour toi. Il fait froid, c'est bientôt Noël. Il y a des décorations partout et des sapins partout. Et donc, pour l'occasion, on a décidé de vous faire découvrir un film de Noël, puisque c'est tout un genre à part entière dans la pop culture. Un genre que tu adores, Marie. Que j'adore, et on a décidé de regarder le pire film de Noël. C'est ça. On va voir si c'est le pire ou pas. Moi, j'avoue que j'ai moins de connaissances dans ce domaine que toi. Mais clairement, on partait déjà en sachant que c'était pas un des meilleurs. Ce film, il faut le dire quand même, il faut le préciser, c'est Last Christmas. Ouais, de Paul Feig. De Paul Feig, avec Emilia Clarke et Henry Golding, qui est sorti en 2019. J'avais vu le film auparavant. Ce n'est pas une expérience qui m'avait beaucoup plu. Mais on a quand même décidé de tester pour cette saison et de voir si toi, tu allais être un petit peu plus réceptive à ce film-là. On va écouter ce qu'on s'est dit juste avant de lancer le film. Alors, Oui. Marie Telling, Anaïs Bordel. tu t'apprêtes à voir Last Christmas. Yes. Que sais-tu de ce film ? Je sais que c'est avec Henry Golding et comment ça s'appelle, Daenerys Targaryen, je sais plus comment ça s'appelle. Emilia Clarke. Et Emilia Clarke. Je sais que c'est un film de Noël et je sais que alors c'est soit lui, je crois que c'est lui qui en fait est un fantôme qui lui a donné le cœur qu'elle a aujourd'hui. Parce qu'elle a été malade, mais je crois qu'on découvre ça à la fin, mais en gros je le sais. Ouais, tu sais du coup que il y a plus débile que faire un film sur les chansons d'ABBA, il y a faire un film sur une chanson de Wham. Mais oui. J'avais jamais fait le rapprochement, mais oui, d'accord. Quoi ? Mais non. Ah, bah voilà. Non, mais j'avais jamais fait le rapprochement avec le fait que c'est Last Christmas I Gave You My Heart. Bah oui. Mais est-ce que The Very Next Day She Gave It Away? Ça, je me souviens plus. Il va falloir regarder le film pour le découvrir. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est nul. Et d'habitude, honnêtement, des films de Noël... Tu sais que moi, j'ai pas aimé. Non, mais je sais que ça a été vraiment très très mal reçu par à peu près tout le monde à sa sortie. Et que ça a été tourné en ridicule. Et ce qui est surprenant, c'est quand même que je l'ai pas vu. Parce que c'est un film de Noël et un film romantique. Donc normalement, c'est un peu mes... Et bah très bien, on va regarder Last Christmas. Et on va voir si c'est de la merde. 2 thés de Télérama, quand même. Ça ne veut rien dire. Ça, je sais pas si légalement j'ai le droit de le laisser dans le podcast. Mais Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Marie ? Non, ce qui est marrant en entendant, c'est que métaphoriquement, elle a rendu le cœur. Parce qu'elle n'a pas accepté ce cœur. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Voilà. Rien. Honnêtement. Va-t-on tenir un épisode sur ce film ? Je pense qu'on le peut. Le doit-on ? Voilà. Bah, en même temps, c'est ce que je me dis à chaque 23 décembre concernant les 2 prochains jours. Et à chaque fois, j'arrive à quand même passer le cap. Donc, je pense qu'on peut y arriver. Mais ouais, je pense que le souvenir que j'avais gardé de ce film et qui a été confirmé pendant le 2e visionnage, c'est que je trouve que c'est un film qui est hyper désincarné. Ouais. Qui a très peu de charme, alors que c'est censé être le truc des films de Noël, c'est-à-dire que tu passes un peu sur tout le reste, mais parce que ça te fait sourire, quoi. Et là, en fait, c'est pas très drôle, c'est pas très joli, ça manque un peu d'âme, ça manque de cœur. Les décors sont très jolis, les costumes sont jolis, il y a tous les codes visuels et esthétiques de Noël. Mais c'est un film qui pense être beaucoup plus charmant qu'il ne l'est et qui se repose beaucoup sur ça. Et en fait, on a l'impression d'une succession de scènes désincarnées, comme tu dis. Donc, vraiment, ne le regardez pas. Voilà, du coup, c'était Amis. Merci, merci Marie. Non, mais c'est vrai que c'est un film qui est très manufacturé, je trouve. J'ai essayé de trouver, et en fait, j'ai pas trouvé grand-chose sur la manière dont l'idée est arrivée. On sait que ça a été basé sur les chansons de George Michael, mais vraiment, ça fait tellement prétexte ou commande. On sent très peu de passion dans la création du film. Oui, et puis c'est des trucs qu'on a vus un peu partout ailleurs, même pas juste dans les films de Noël, mais le côté c'est un fantôme en réalité. Bon, c'est bon, j'ai lu ici, c'était vrai quand j'avais 14 ans, comme tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était incroyable. C'est clair, tu sais le plot twist. La honte, mais mon code pendant des années, mon mot de passe pour les trucs, c'était 86 400 secondes parce que c'était le nombre de secondes dans je sais pas quoi et c'était dans ici, c'était vrai. Putain, j'avais tu fais pitié.
Ouais, c'est très triste. Oh, Marie. Bon, la règle veut quand même que les films de Noël soient par définition un peu nuls. Non, pas mais tous. il faut dire que celui-là est vraiment très très nul. Je dois dire quand même, la règle ne veut pas. C'est-à-dire que les films de Noël de Netflix, qui sont des films de Noël qui sont repris un peu de la mode Hallmark aussi, des films de Noël américains, sont nuls par définition souvent. Mais il y a plein de films de Noël qui sont super. Mais c'est vrai que celui-là est particulièrement nul. Oh. Non, pitié. Let me tell you a secret. Put it in your heart and keep it. Nice. Something that I want you to know. Marie. C'est un enfer. Do something for me. C'est nul. Qui est débile. Ouais, vraiment. Vraiment, vraiment débile. En fait, le problème, c'est-à-dire que moi, je suis une grande consommatrice de films de Noël. Après, je sais qu'il y en a qui sont complètement fous de ça. Par exemple, cette année, moi, j'en ai pas encore vu. Mais j'ai mes classiques de Noël vers lesquels je me tourne. Et c'est pas forcément des films de Noël, mais c'est genre Les 4 filles du Docteur March, la version des années 90, et maintenant la version de Greta Gerwig aussi. Pour moi, c'est des films de Noël. Maman, j'ai raté l'avion. J'adore aussi le premier Die Hard, Piège de cristal. Après, j'ai plein de films genre Mary Poppins ou des choses comme ça que je revois à Noël parce que pour moi, c'est une atmosphère un peu magique de Noël. Il y avait Polar Express aussi. Il y a plein de films qui sont vraiment super autour de Noël. Il y a aussi plein de films qui sont nuls à Noël. C'est-à-dire qu'il y a tout un genre Netflix Hallmark avec des films du genre, c'est toujours une riche héritière qui arrive dans une petite ville où elle va enfin découvrir la magie de Noël. Mais je les aime bien quand même, ces films-là. C'est-à-dire que je les vois avec plaisir, je reconnais tous les clichés et tout ça, mais ça me fait marrer. Et c'est cute. Il y en a qui sont vraiment, vraiment nuls, mais ça reste marrant, quoi. Là, en fait, c'est un entre-deux un peu chelou où c'est pas assez nul. Et ça se veut un bon film de Noël. Ça n'assume pas sa nullité et son absurdité, donc ça ne fonctionne pas d'un point de vue ironique et second degré. Et en même temps, c'est pas un bon film. Donc, c'est un entre-deux un peu naze, comme ça avait été le cas, par exemple, c'est ce que tu avais trouvé de Comme Cendrillon aussi, quoi. Oui, franchement, je crois que je préfère encore Happiest Season, qui est sorti il y a quelques années avec Kristen Stewart et Mackenzie Davis, qui était offensant, en fait, politiquement. Mais il y avait plus de mordant, en fait, dedans. Ouais, c'est ça. Et franchement, Kristen Stewart et Mackenzie Davis sont tellement charmantes. Il y avait Aubrey Plaza aussi. Enfin, en fait, c'était 3 des actrices les plus charismatiques de leur génération. Et donc, forcément, c'était hyper chouette de les voir jouer dans un film queer. L'intrigue était un peu pourrie, mais il y avait quand même beaucoup, beaucoup de charme. Et là, en fait, en plus, on a des interprètes qui sont un petit peu plats, qui sont pas du tout dénués de talent, mais qui crèvent pas l'écran. C'est un film de Paul Feig, qui est un réalisateur qu'on aime beaucoup toutes les deux, puisqu'il a réalisé Bridesmaids, Mes meilleures amies en VF, qui est une comédie féminine révolutionnaire. C'était une des premières comédies américaines grand public à être centrée quasi intégralement sur des personnages féminins et à montrer des personnages féminins dans des situations extrêmement cracra et embarrassantes et à faire preuve d'un humour brillantissime, mais aussi d'un humour très crade qui est plus généralement réservé aux hommes, comme on l'a vu dans Very Bad Trip. Et ça a été un énorme carton au cinéma et c'est un film qui a vraiment envoyé un signal à l'industrie, c'est-à-dire qu'après le premier week-end de sa sortie, les producteurs et les studios s'appelaient en disant « T'as vu, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on essaye de reproduire ça ». Et ça a ouvert la voie à plein d'autres films qui étaient plus centrés sur des personnages féminins, qui étaient aussi écrits par des femmes, puisque le film avait été écrit par 2 femmes. Donc c'est vraiment un film qui a changé plein de choses. Et après, il a fait Spy, qui est génial aussi. J'adore Spy, qui est très sous-estimé, je pense, qui n'a pas eu le même succès justement que Mes meilleures amies, mais qui est avec Melissa McCarthy, qui était aussi dans Mes meilleures amies, et où elle joue une espionne de la CIA. C'est génialissime, je l'ai vu, je pense, une dizaine de fois, et à chaque fois, ça me fait toujours autant rire, quoi. Ouais, non, c'est vraiment un excellent réalisateur de comédie. Je pense que les castings avec lesquels il a joué, et notamment Melissa McCarthy, jouent beaucoup dans le succès de ses films. Melissa McCarthy, on sait qu'elle improvise beaucoup, et en fait, certaines des séquences les plus cultes de Mes meilleures amies ont été entièrement improvisées par tout le casting. Mais je pense qu'en fait, ça s'est révélé de plus en plus dans la suite de la filmographie de Paul Feig. Il avait fait L'ombre d'Emily avec Blake Lively et Anna Kendrick, que j'avais un petit peu moins aimé, qui était un petit peu plus difficile à capter au niveau du ton, même si les actrices étaient géniales, mais l'intrigue m'avait un petit peu gonflé. J'ai vu Last Christmas parce que c'était Paul Feig et j'étais là, j'adore toutes ces comédies, ça m'étonnerait que ce soit si nul que ça. Et en fait, si. Mais je pense que ça tient beaucoup du scénario. Scénario et interprétation.
Ouais, scénario et interprétation et manque de charisme des leads, ce qui fait beaucoup. Mais c'est fou parce que le scénario a été écrit par Emma Thompson et son mari Greg Wise. Et Emma Thompson, c'est quand même une scénariste reconnue puisqu'elle a coécrit Orgueil et préjugés de Joe Wright, dont on a parlé dans Ami, qui est un super film. Et elle a aussi écrit Raison et sentiment de Ang Lee. Et elle a été oscarisée pour le scénario de Raison et sentiment. Mais oui, les deux exemples sont des scénarios adaptés de livres. Donc il y a une trame qui est préexistante et il y a aussi des répliques qui sont préexistantes. Oui, c'est vrai. Bah là, c'est Ça sûr se que sent. quand tu adaptes une chanson de Wham, le matériel de base est peut-être moins crépitant. riche. Ouais. Voilà. Bon, elle a aussi écrit Nanny McPhee et Ouais, Bridget Jones's Baby. Donc il y a quand même une trajectoire un peu descendante sur, dans la carrière de scénariste d'Emma Thompson. Clairement. Bon, Marie, est-ce que tu peux résumer le film en 30 secondes? C'est l'histoire de la pire meuf du monde. La pire, vraiment, pas pire qu'elle. La pire meuf du monde qui est complètement paumée et qui est odieuse avec tout le monde. Et qui a eu un souci de santé, elle a eu une greffe de cœur l'année précédente et du coup, elle sait pas ce qu'elle fait dans sa vie, elle erre complètement et un jour, elle rencontre un homme et ils se baladent dans Londres ensemble à plusieurs reprises et elle tombe amoureuse de lui, j'imagine. Enfin, on le ressent pas trop dans le film, mais C'est ce qui est écrit dans le synopsis, en tout voilà, cas. exactement. Et il s'avère que c'est un fantôme et c'est le fantôme de celui qui lui a donné son cœur. Waouh! C'est tellement dommage parce que ça aurait pu être Kemp. ouais, vraiment un grand bijou Kemp parce que c'est marrant en plus de jouer sur la notion de donner son cœur à quelqu'un, c'est dire qu'on tombe amoureux, mais ça peut aussi être littéral. Il y avait tellement de choses à faire en fait avec ce film et on parlait dans l'intro de Abba et Mamma Mia et c'est vrai que moi honnêtement je pense que c'est en partie pour ça qu'ils ont voulu faire ce film, c'est parce que Mamma Mia et Mamma Mia 2 avaient été des succès un peu cultes et qu'ils se sont dit why not, tu vois, on va faire pareil. Mais en fait, le film se prend quand même assez au sérieux, bizarrement, Ouais. et fait assez peu preuve d'humour vraiment décalé. Quand le propos d'un film, enfin quand son scénario de base, c'est quand même qu'elle tombe amoureuse d'un fantôme qui lui a donné son cœur, faut pas se prendre au sérieux, quoi. C'est Faut ça. vraiment avoir un second degré et un recul assez puissant. Et en plus, c'est un film britannique, donc ça pourrait vraiment avoir ça. Enfin, ça pourrait avoir un humour d'un film de Richard Curtis ou ce genre de charme ou des choses comme ça. Et là, c'est vraiment, vraiment pas le cas, quoi. Ouais, c'est vraiment dommage. Ça démarre pourtant bien niveau grosse débilerie quand même. Oh, c'est ridicule. Cette meuf est censée être une enfant d'immigrés, donc Emma Thompson qui joue sa mère, donc est censée être yougoslave dedans, et le personnage de son père aussi. Et donc elle, on la voit adolescente chanter en 99 en Yougoslavie, mais chanter en anglais, avec un accent parfait. Exactement. Et après, bien sûr, quand elle est adulte, elle a 0 accent, même si on doit comprendre qu'elle est arrivée en Angleterre, au Royaume-Uni. Oui, à l'âge de 12 ans, quoi. Voilà, exactement. Après, c'est possible, mais c'est juste que là, elle a vraiment un accent très, très british, quoi. Donc, bon. c'est Emilia Clarke. On l'a dit, c'est une adaptation de la chanson de Wham, Last Christmas, qui est franchement bien plus plaisante que ce film. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir le grand répertoire de George Michael, puisqu'il y a quand même vraiment toutes ces chansons dans le film. C'est ça. Moi, honnêtement, j'en connaissais 2, et là, j'en ai découvert 40 de plus. Exactement. Combien il y a de chansons de George Michael dans ce monde? On va faire le tour des personnages. Le personnage principal, c'est Kate ou Katerina. Oui, alors parce que Katharina, elle est en rébellion totale contre tout, y compris contre ses origines. Donc dès qu'on l'appelle Katharina, elle dit Kate. Voilà, mais à la fin, évidemment, elle va accepter d'où elle vient. On sent le Brexit aussi qui est passé par là. Il voulait vraiment faire passer un message dans ce film, tu vois. Elle est jouée par Emilia Clarke, qui personnellement m'insupporte dans ce film, mais aussi souvent en général. Je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde parce qu'elle est très charmante, mais moi je trouve qu'elle est trop charmante. Ah ouais, carrément. Je trouve qu'elle est crispante, en fait, de charme. C'est-à-dire qu'elle fait tout le temps des petites mimiques et des petits fronçages de sourcils et des petits... Ça va, quoi. Calmons-nous. Elle minote beaucoup, je trouve, en fait. Moi, honnêtement, je l'aime bien et je trouve qu'elle est quand même assez charmante et ça fait plaisir de la voir dans un rôle un peu plus léger que quand elle jouait Daenerys dans Game of Thrones où, franchement... elle devenait un petit peu pénible. Bon, son personnage a été assez desservi aussi par l'écriture. Mais là, c'est chouette, en fait, de la voir rigoler et de la voir un petit peu se détendre. Mais ouais, pour moi, je pense que c'est déjà vraiment l'écriture ne l'aide pas beaucoup. Elle n'a pas énormément de super répliques à se mettre sous la dent. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il force vraiment le trait sur le côté irresponsable de son personnage, puisque c'est censé être le fait que, voilà, elle a abandonné, entre guillemets, son cœur ou la deuxième chance qu'on lui a donnée. Elle a failli mourir et depuis, elle se sent un petit peu en décalage avec tout le monde. Et donc, elle fait absolument n'importe quoi.
mais ça la rend insupportable parce que elle est pas capable de s'entendre avec qui que ce soit, donc elle squatte chez tout le monde, chez tous ses potes, parce qu'elle s'est pris la tête avec sa coloc et qu'elle veut pas retourner vivre chez ses parents. Quand elle squatte chez les gens, elle est extrêmement impolie, genre vraiment très très impolie. Disons que déjà, elle ramène des mecs dans la chambre d'amis de cette amie à 3h du mat pour coucher avec lui, quoi. Moi, à la rigueur, si tu le ramènes à 3h du mat, tu le refais partir à 3h45, tu vois. Mais en fait, le matin, quand ils sont en train de prendre le petit-déj, ses potes qui vivent là, elle est en train de dégager le mec de sa chambre. Enfin, c'est hyper gênant. D'ailleurs, on a beaucoup réagi tous les deux à cette scène. En fait, moi, les gens qui sont messy, c'est pas cute, quoi. Enfin, la meuf, elle a vraiment ramené un mec chez... Mais vraiment, qu'est-ce qui va pas chez elle, quoi? Mais quel enfer! Oh mon Dieu, ça va pas la tête. It's brilliant stuff, isn't it? Oh, someone that's not rusted. What? Me? No, fine, totally fine. It was leap so single. Oh là 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 là. C'est censé être charmant, ça? C'est un film d'horreur, en fait. Sur comment perdre tous tes amis. En fait, c'est ce que je disais par rapport au charme d'Emilia Clarke, c'est qu'on sent dans l'écriture que les scénaristes se sont vraiment beaucoup dit que ça allait fonctionner parce qu'elle est tellement charmante. Et déjà, ça ne fonctionne pas parce qu'on peut être la personne la plus charmante du monde quand on se comporte comme une connasse. Au bout d'un moment, on est juste une connasse, quoi. Et ce personnage se comporte comme une connasse. En fait, Emilia Clarke, après Game of Thrones, elle a eu 2 grands rôles, vraiment. C'est celui-là. Et un autre, c'était Me Before You, qui était une adaptation d'un roman à l'eau de rose. Et dans les 2, c'est un peu une manique Pixie Dream Girl qui s'habille de façon hyper colorée et hyper cute. Là, elle est littéralement habillée en lutin la moitié du film. Et on est censé être attendri par ça et lui pardonner tout, quoi. Moi, je trouve que ça fonctionne pas du tout au niveau de l'écriture parce qu'en plus, je suis pas très, très charmée à la base. Donc, ça fonctionne vraiment pas. Ouais, mais je pense que c'est vraiment un problème d'écriture parce que c'est un cliché assez persistant, en fait, le côté justement personnage un petit peu bordélique, mais à qui on pardonne beaucoup d'erreurs et qui va atteindre une sorte de rédemption. Enfin, c'est pas quelque chose de nouveau du tout, mais là, c'est écrit avec si peu de talent que du coup, elle fait des choses qui sont vraiment impardonnables, c'est-à-dire que elle out sa sœur quand même devant ses parents. C'est traumatisant, en fait. Enfin, c'est pas du tout charmant ou cute. C'est vraiment un truc qui... Enfin, tu comprends même pas comment sa sœur lui a pardonné 3 jours plus tard parce que c'est vraiment, vraiment violent. Mais le pire problème, c'est pas tout ça, c'est le fait qu'elle chante aussi très, très mal. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que son rêve, c'est d'être chanteuse. On la voit dès le début, elle est en train de chanter et tout ça. Et elle chantait super bien en Yougoslavie en 1999. Oui, c'était pas la même actrice. Voilà. Et là, ils ont choisi d'utiliser vraiment la voix d'Emilia Clarke. Après, Emilia Clarke chante pas si mal que ça, mais c'est juste que... elle chante pas pour devenir chanteuse, quoi. Non, c'est ça, elle a pas de talent non plus particulier, en fait. Non. Elle chante relativement juste, et c'est tout. C'est pas Meryl Streep dans Mamma Mia. Non. Mais clairement, elle a pas de talent de chanteuse. Et le problème, c'est qu'on est censé croire qu'elle en a dans le film. Après, moi, je suis pas sûre qu'on soit censé croire qu'elle en a. Je pense que c'est peut-être une des qualités que je pourrais trouver au film. C'est le fait qu'elle est, de toute évidence, médiocre. Et qu'il cherche pas à la rendre, justement, tu vois, à en faire ce personnage hyper talentueux qui n'a besoin que d'une bonne opportunité pour ensuite vraiment s'épanouir. Non, elle est relativement médiocre, que ce soit moralement ou vocalement. Et ça, je trouve que c'est plutôt chouette, justement, de dire que des personnages comme ça aussi peuvent être des héros de comédie romantique. Mais c'est vrai que ça crée des scènes de chant et d'audition assez crispantes. Et on était toutes les deux un petit peu catastrophées. Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens. Vraiment? Brown paper packets. Elle a couru pour faire une audition et chanter ça? These are a few of my favorite things. Stop! Elle est delusional, en fait. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. What fun it is Pourquoi to elle chante ride aussi vite? in a sleighing song tonight. Hey, qu'elle a aucun rythme. jingle bells, jingle all the way. Tis the season to Pourquoi be elle chante jolly. aussi vite? On dirait qu'on l'a mis en x2. Rex, tell one nicer. Robbery, come on. Arson, come on. Murder. Faire toute la gamme des chansons de Noël en 3 minutes. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next Oh day, non, Anaïs, gave non. it away. This year, to save me from tears, Elle change de tempo 25 I'll fois par give it to chanson. someone Ouais. special.
C'est ça le problème, c'est pas sa voix, parce qu'elle a une jolie voix en vrai, mais c'est vraiment qu'elle a zéro rythme. Elle va beaucoup trop vite. En fait, tu sens un peu le stress d'Emilia Clarke qui a pas l'habitude peut-être de chanter et c'est pas son truc, quoi. Et du coup, elle se dit, bon, il faut que j'expédie ça, quoi. Enfin, on a un peu l'impression que c'est ça. Ouais, après, je pense que c'était sans doute voulu, c'est-à-dire que... Ou alors, vraiment... Tu donnes beaucoup de crédit à ce film, toi. Je donne ce crédit-là à tous les films, c'est-à-dire que je pars du principe que ce qu'on voit après un an de travail, c'est que, tu vois, c'était pas un accident, quoi. Et que si elle chante comme ça dans toutes les scènes de chant, c'est que c'était sans doute voulu, mais que, oui, peut-être qu'ils ont fait 25 prises à chaque scène de chant et qu'ils ont fini par dire, tu sais quoi, laisse tomber, enfin, genre, ce sera comme ça dans le film. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi une possibilité que déjà, ils veuillent lui donner un côté relatable, entre guillemets, et la rendre un petit peu banale, et aussi montrer que c'est un personnage, justement, qui chante naturellement, c'est-à-dire que ça fait pas truc fake enregistré en studio, mais qu'elle chante vraiment, tu vois, de manière réaliste. Ouais, mais non, c'est un film de Noël, qu'elle chante bien, quoi. Mais son pire crime. Ah oui. C'est qu'elle met ses chaussures sur son lit. Ouais. Enlève tes chaussures. C'est pas possible. Ceux qui écoutent Ami depuis longtemps savent que c'est un trigger. Un trigger énorme pour moi. Clairement, je pense que ce film t'a plus angoissé que les 2/3 de ce que je t'ai montré pour la saison sur les films d'horreur. Oui, c'est possible. Oh là là. J'aime pas voir des gens bordéliques à l'écran, ça me stresse. Ah, elle a pas fermé la clé. Oh là là. Mais elle est conne. Elle a pas fermé la clé, il y a rien. Faudrait la mettre en couple avec le mec de Battleship. C'est clair. Là, quand même, en fait, ce qui se passe, c'est que donc elle est l'employée d'un magasin de Noël, évidemment. Et en partant, elle ne ferme pas la porte à clé parce qu'elle est en retard pour son audition, celle qu'on a entendue tout à l'heure. Donc vraiment, ça valait le coup de ne pas fermer la porte à clé. Elle la laisse entrouverte carrément. Et donc, évidemment, le magasin se fait cambrioler à cause d'elle. Sa boss, qui est très gentille, la garde quand même. Mais c'est pas plaisant à voir, ça. Bah franchement, rien qu'en réécoutant l'extrait, ça me stresse. Bah c'est ça. De l'entendre courir là avec les voitures. Et puis avec la musique à la con là derrière. Désolée, en plus je suis de mauvaise humeur aujourd'hui, donc ce film je l'ai pas aimé et je l'aime pas. Mais oui, c'était un vrai film d'horreur pour moi, quoi. D'ailleurs, on s'est dit à plusieurs reprises devant le film que ça aurait sans doute été mieux si c'était un vrai film d'horreur. Surtout avec un fantôme qui a donné son cœur à la meuf, on a imaginé des scénarios qui seraient vachement plus fun. Et là, c'est là que ça se transforme en film d'horreur et il fait il récupère son cœur. C'est clair. Il fait c'est le mien, tu le mérites pas. Chips. Franchement, il aurait dû. Bah, moi, je donne mon cœur à quelqu'un. Je donne mon cœur à quelqu'un, je meurs. Quelqu'un hérite de mon cœur et c'est cette conne. Je reviens la hanter, mais pas gentiment. C'est clair. Pas pour qu'elle tombe amoureuse de moi et qu'elle apprécie mon cœur. En fait, je la descends. Je la hante pour toujours. Tu lui fais des croche-pattes dans la rue. Ouais. Il faut qu'on parle du personnage du fantôme, justement, qui s'appelle Tom Webster. C'est-à-dire que là, ils ont même cherché dans le dictionnaire des noms de personnages de rom-com, tu vois, pour trouver le truc le plus bateau que tu puisses trouver. Franchement, ils auraient dû laisser Marc Levy écrire ce film. Je pense que ça aurait été beaucoup plus drôle. Je pense aussi. Le problème de Tom, qui est joué par Henry Golding. C'est qu'il est joué par Henry Golding, déjà number one. Exactement. Il n'a pas beaucoup de charisme. Après, il est mort, donc ça explique peut-être le fait qu'il soit un peu non, désolé, pas très en forme. Il est censé, Henry Golding... En fait, il a percé au moment de Crazy Rich Asians, qui était un peu présenté comme un renouveau de la comédie romantique, qui n'en était pas vraiment une, pour moi, comédie romantique. Déjà, dans ce film, je le trouvais pas si charmant et si charismatique que ça, mais alors là, arrêtons. Ouais, non, vraiment, en fait, il est très joli, mais il crève pas du tout l'écran. Et honnêtement, son personnage est, encore une fois, assez mal écrit. Mais en fait, il a rien. Il a pas de personnalité. Il est juste gentil. Il a pas énormément de répartie, il est pas si charmant que ça. Enfin, en fait, on comprend même pas pourquoi elle tomberait amoureuse de lui. Fantôme ou pas, c'est vraiment juste un mec qui se balade dans la rue et qui lui montre 2-3 endroits sympas. Non, mais il est là, quoi. Et bon, après... Et il la tolère. Pour beaucoup de femmes, parfois, ça suffit. C'est vrai. Non, mais surtout, il la tolère dans un moment où personne ne la tolère parce qu'elle est horrible. C'est ça. Mais du coup, ça nous a quand même mené à nous interroger sur déjà le côté très accessoire du personnage.
qui fait penser un peu à la Manic Pixie Dream Girl, qui est juste là pour motiver le personnage masculin d'habitude. Et là, il y a une inversion, puisque c'est un personnage masculin qui fait ça. Mais il est vraiment très, très plat. Et en plus, oui, son seul rôle, c'est de dire à cette meuf de mieux se comporter. Ça crée pas des enjeux narratifs hyper intéressants. C'est de lui dire « regarde en haut ». À chaque fois, il montre le ciel du doigt pour qu'elle regarde en haut. Oui, son slogan, c'est « Look up ». Voilà. Comme sur Instagram en 2009. Voilà, et c'est genre, il lui montre « regarde cette devanture, il y a un oiseau dessus ». Ok, et elle est censée reprendre goût à la vie grâce à ça. D'ailleurs, on s'est dit que, un peu comme le film qui aurait dû être un film d'horreur, on s'est dit que si la maxime du mec avait été autre chose que « Look up », ça aurait sans doute été beaucoup plus rigolo. Look up. Alright, regarde, Anaïs là-haut. Regarde le plafond. Tire sur mon doigt. Vous auriez dû faire ça à la place. 10 camions. Tom Webster, 10 camions. 1980. Tu connais pas 10 camions? Poète. Je connais pas. Marie, mais t'étais où en école primaire? Alors non, je ne connaissais pas. Et ce qui est marrant, c'est qu'on me l'a ressorti ce week-end. Ah, voilà. de nulle part. Donc vraiment, parfois, les étoiles s'alignent. Je n'avais jamais entendu 10 camions, je dois avouer. Et d'ailleurs, Anaïs, à l'école primaire, ils essayaient de toucher les seins de qui? Il n'y a pas de seins. Ils font poète avec quoi? Heureusement, en fait. Oui, d'accord. Vaut mieux ça que... je suis d'accord. Mais moi, au collège, on me touchait les seins, mais on disait pas poète. On me courait après. Peut-être que tu avais des problèmes auditifs. Hein. C'est possible. Mais oui, c'est marrant parce qu'elle va s'asseoir sur le banc où ils se rencontraient tous les deux. Et donc là, elle se rend compte, après tout ce temps, qu'il y a une plaque commémorative avec le nom du gars et écrit « Look up » puisque donc c'était sa maxime, son slogan. Et donc on s'est dit... T'imagines? Mais ouais. T'imagines, tu meurs et c'est ça qui est... C'est clair. Et donc, je me disais que ça aurait été vachement plus drôle s'il y avait écrit, je sais pas, genre poète. Ça, tu vois, je sais pas, ils ont perdu une opportunité encore. Anaïs Bordage, poète. Exactement. Tire sur mon doigt. On a vraiment 3 ans d'âge mental. Ce podcast part dans des directions, mais de pire en pire. C'est clair. C'est un Manic Pixie Dead Boy. Et c'est juste un mec qui lui dit des trucs évidents, genre comment être poli, quoi. Et puis, en fait, c'est surtout ça le problème, c'est que le pauvre fantôme, il est là que pour lui donner des leçons de vie. Et moi, je me dis, ce mec, il a pas une famille à aller hanter? Non, mais il a pas surtout un paradis à aller kiffer. Oui, c'est clair. T'imagines, le gars, il est mort, c'est un fantôme, et en plus, il doit revenir hanter une meuf pour lui apprendre à pas être une connasse. C'est clair. Non, mais surtout, je dirais « Hello, connasse, t'as mon C'est cœur, clair. tu veux pas agir avec un peu de dignité ?» En plus, on sait pas, peut-être qu'il va avoir sa famille aussi. Il a l'air très occupé puisqu'il y a de très longues périodes dans le film où il n'est plus là. Et d'ailleurs, la pauvre, ça la fait vriller parce qu'elle a l'impression d'avoir été ghostée par un ghost. Mais ça, on connaît. ça, on connaît très bien. Les hommes n'ont pas besoin d'être des fantômes pour ghoster, malheureusement. Oui, d'ailleurs, ça a déclenché chez toi un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Il était en train de faire du coaching à la personne qui a récupéré son foie. T'imagines, il doit aller voir chaque personne qui a récupéré un organe. Alors, lundi, c'est les rétines. Je vais voir Jean-Jacques. Mardi, c'est Muriel qui a récupéré ma jambe. Jean-Jacques, il faut lui apprendre à voir le monde autrement. C'est clair. Non, mais franchement, en fait, l'emploi du temps d'un fantôme, c'est vraiment à chier, quoi. C'est clair. Ah putain, t'imagines, t'es mort et tu dois faire ça, c'est horrible. Ouais. Et puis, il y a un gros problème avec ce film, et je pense que c'était un problème pour moi dès que je l'ai vu la première fois, c'est que je savais tout ça, je savais le fait que c'était un fantôme, parce que ça avait beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Dès la bande-annonce, en fait, les gens avaient compris, en voyant la bande-annonce, ils étaient là, mais non, me dis pas que ça va être un truc adapté de la chanson de Wham, et où en fait, le gars, c'est un fantôme, et donc tout le monde avait capté le twist. Et j'avais un doute quand je l'ai vu. Et en fait, comme le film s'ouvre en disant basé sur la chanson de George Michael, t'es là, ah bah oui, d'accord, c'est bien ça. Et donc, les théories en ligne n'avaient pas tort. Et je pense qu'une fois que tu sais ça, ça gâche quand même le peu de plaisir qu'on aurait pu avoir à la base. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'enjeu. Tu Ouais. sais très bien qu'elle va pas finir avec lui. Bah, exactement. Remarque, ça aurait été un peu punk. C'est vrai. Le moment où elle découvre enfin le poteau rose. C'est nul.
Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, c'est nul. Il l'avait emmenée dans son appartement à un moment, et elle y retourne et elle se rend compte que l'appartement est à vendre parce que le mec qui y vivait est mort. Et d'un coup, elle est là. Oh, mais oui, il est mort. Je comprends tout. Alors qu'elle aurait très bien pu se dire, ah, peut-être qu'il m'a emmené dans l'appartement de son père qui est mort récemment. Je sais pas. Ouais, pourrait se dire, merde, le mec que je date depuis 2 semaines est mort hier d'un accident de vélo, c'est horrible. En fait, c'est ça le truc, c'est que il y a plein d'hypothèses qui pourraient être crédibles dans une situation pareille avant d'arriver à l'hypothèse de ah, le mec que je vois depuis 2 semaines est un fantôme du mec qui m'a donné mon cœur. Après, franchement, j'ai envie de dire, quand tu t'es fait ghoster, t'es prête à imaginer beaucoup de choses pour ne pas accepter la réalité. C'est vrai. Ça se trouve, c'est ça. C'est un film sur une meuf complètement diloulou, comme diraient les gens sur TikTok, qui en fait s'est faite ghoster, mais imagine que c'est le fantôme de celui qui lui a donné son cœur. En fait, elle a totalement perdu pied, la meuf, parce que le mec répond plus à ses textos. Mais si c'était vraiment ça, ce serait inspirant. C'est clair. Franchement, putain, mais redonnez-nous ce film. On va faire un spec script basé sur Last Christmas. On va essayer de faire mieux. Le trope des histoires d'amour avec un fantôme, oui ou non, Marie? Non. Jamais? Non, jamais. À part dans Ghost. Mais dans Ghost, en fait, ils sont ensemble à l'origine. Et l'histoire d'amour, c'est pas une histoire d'amour où elle rencontre un fantôme et elle tombe amoureuse de lui. C'est elle fait de la poterie avec son fantôme. Non, elle fait de la poterie avec lui quand il est vivant, avant qu'il meure. Et après, il meurt et il essaie de communiquer avec elle. Et c'est plus une histoire sur faire son deuil, en fait, tu vois. Oui, bien sûr. Donc là, ça fonctionne, oui. Sinon, non, absolument pas. Moi, j'accepte Casper quand même. Ah oui, bah ça, c'est parce que t'as été émoustillée par Bill Pullman. Ah oui, et par Casper. Il y a beaucoup trop d'histoires d'amour entre des gens vivants et des fantômes dans la fiction quand même. Ouais, donc Il faut arrêter avec ça. Et si c'était vrai? Ouais. Ghost. C'est tout. C'est tout. C'est ça. Mais c'est déjà beaucoup trop. Il faut quand même qu'on précise qu'il y a un casting assez prestigieux dans ce film absolument naze. Il y a Michelle Yeoh qui joue la patronne de Emilia Clarke. T'allais dire la tenancière. Ouais. Oui, qui joue la patronne d'Emilia Clarke. Et Emilia Clarke pense vraiment, son personnage pense que sa patronne s'appelle Santa. Alors que... Ouais. Non, mais c'est d'une débilité. Mais vraiment, c'est clair. C'est affligeant de conneries, ce film. Mais en fait, ça aurait pu être joué de manière beaucoup plus millième degré, je pense. Mais je sais pas ce qui s'est passé, en fait. Ça a vraiment pas... C'est comme quand j'essaye de faire de la mayonnaise. J'ai jamais réussi. Jamais. Je fais exactement ce qu'on me dit de faire. Si ma mère est à côté de moi, elle est en train de la faire, elle, ça va marcher, moi, ça marche pas. Bah, ce film, c'est pareil. C'est un film qui est incapable de faire monter la mayonnaise. Il y a tous les ingrédients, mais ça ne monte pas. Non, c'est tragique. Et Michelle Yeoh, en plus, la pauvre, elle est toujours excellente, Michelle Yeoh. Donc, dedans, elle est excellente. Mais elle a une histoire d'amour totalement naze avec un mec coincé du cul. Enfin, un Allemand qui est spécialiste en choucroute. Ah, c'est un Allemand? J'avais même pas compris. Ouais. J'avais compris qu'il était spécialiste en choucroute, mais... Bah ça, c'est rigolo, mais pareil, ils auraient pu en faire quelque chose. En fait, c'est vraiment dommage parce que du coup, c'est gâcher le talent de quelqu'un comme Michelle Yeoh. Et alors, le plus gros gâchis, c'est quand même Patti LuPone, oui, qui est là juste pour un caméo, en fait. Il y a aussi Rob Delaney de Catastrophe. En plus, ils sont dans le générique et ils sont pas montrés comme des guest stars dans le générique. Oui. Dans le générique d'ouverture, tu vois leur nom, c'est assez proéminent. Donc j'étais là, waouh, trop bien. Tu t'attends à les voir dans un rôle, alors qu'en fait, si c'était un vrai caméo, ils seraient pas annoncés au début du film et on serait d'autant plus surpris de les voir apparaître à un moment pour une scène. Exactement. Donc là, moi, je m'attendais à avoir Patti LuPone dans un rôle majeur, Rob Delaney aussi, et aucun des deux. Tu les vois pour 3 minutes chacun. Voilà. Ouais, même pas. Patti LuPone, elle joue une cliente du magasin de Noël. Donc elle est vraiment juste en train de demander un conseil pour acheter un truc. Et Rob Delaney, il est là pour jouer un des mecs qui fait passer l'audition à Emilia Clarke. Ouais. Donc je crois qu'il a un tout petit peu plus de temps d'écran que Patti LuPone, mais c'est vraiment dommage. Mais le pire... Encore une fois, il y a beaucoup de pire dans ce film. J'ai l'impression qu'on dit ça toutes les 5 minutes. Mais là, le pire du pire, enfin pour moi, et le truc qui m'avait le plus traumatisé la première fois que je l'ai vu, c'est Emma Thompson, qui est quand même une bonne actrice, qu'on aime beaucoup, et qui là joue avec un faux accent slave, non défini. Oui, elle roule les airs, quoi. Mais c'est hyper gênant. Et en plus, c'est Emma Thompson. Donc ça aussi, tu te dis, ça aurait pu être Cam. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'Emma Thompson est absolument britannique, qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Mais du coup, on dirait qu'elle joue dans un théâtre de boulevard, en fait. Katerina, is name Katerina. Cat is c'est offensive au possible. Mais... Dog. What I call Martha, dog. Comme offensant. Oui. Voilà, le mot français que j'aurais pu sortir sur le coup, parce que je le connais. Ça nous arrive quand on est fatigué. On utilise beaucoup d'anglais, on est désolé.
Le problème avec cette histoire, en plus totalement ridicule, c'est que le film essaye de faire passer un message profond, entre guillemets, sur le Brexit, qui certes a été un traumatisme dans l'histoire récente du Royaume-Uni, mais là, en fait, ça tombe complètement à côté de la plaque. Ils essayent vraiment d'inclure beaucoup de scènes qui nous montrent à quel point cette famille-là a souffert de discrimination en arrivant au Royaume-Uni, mais c'est fait avec, encore une fois, très peu de sincérité et très peu de fond. Ouais, c'est très très gros sabot. En fait, on voit les fils et on voit toutes les coutures. C'est assez... Ouais, on comprend, c'est bon. Enfin, non, mais juste, il m'a fatigué ce film. Hein. Vraiment, il m'a fatigué. Mais en fait, ça dégouline de bons sentiments. Mais il y a rien de percutant ou de mordant derrière, alors que ça aurait pu l'être, quoi. Mais on sent vraiment qu'ils ont voulu dire, on est tous amis. Oui, évidemment, cool. Enfin, tu vois, moi aussi, j'étais contre le Brexit. Hein. Très bien, je suis pour l'amitié entre les peuples. Mais en fait, juste, qu'est-ce que tu dis à part ça? Et la façon dont ils le disent, c'est gnangnan au possible. C'est juste chiant, quoi. C'est ça le pire, c'est qu'en plus, tu peux faire, par exemple, Paddington 2, c'est un bijou, justement, de bonheur et de bons sentiments et de cucu, mais de manière extrêmement intelligente et brillante. Là, à force de bons sentiments, à force de vouloir être bienveillants, ils en deviennent un petit peu offensants. Et il y a un truc avec un abri pour SDF, dans lequel se déroule une partie de l'action, puisque donc Henry Goulding, Tom, veut montrer à Kate que aider les autres, c'est bien. Il y a même une scène où elle dit que aider les autres, c'est ça qui nous rend heureux. Et on était là, ouais, non, pas trop en fait. Pas plus que manger un burger ou plein d'autres choses. Ils font passer des auditions à plusieurs personnes qui sont hébergées par ce centre pour faire un spectacle de Noël. Et en fait, ils sont tous hyper clichés, en fait, dans les tenues, dans la manière dont ils s'expriment. Et on était un petit peu choqués par la représentation très étroite et cliché, quoi. Ouais, et cliché de ce qu'est une personne en situation de précarité ou un SDF. C'est un mélange très bizarre de bienveillant et offensif. C'est exactement ça. C'est genre... Regardez ces gens pauvres, unijambis. Il n'y en a pas un qui est normal, en fait. On dirait qu'ils sont tous au cirque. Non, mais c'est ça qui est horrible, en fait, c'est que, oui, on dirait vraiment... On dirait un freak show, en fait. Voilà, exactement. Et c'est hyper réducteur. Et en même temps, ça essaye d'être hyper niais, notamment pendant toute la séquence finale du spectacle de fin d'année. Et donc, ça crée une espèce de coup du lapin assez violent. Entre ça, l'accent hyper bizarre de Emma Thompson, ça fait beaucoup à digérer. We are so lucky to be alive. To be able to help each other. Helping each other is, in fact, what makes us happy. Je sais pas. Ouais, je suis pas sûre. Ce qui me rend heureuse, c'est... Moi, manger un burger toute seule devant la télé, ça me rend bien plus heureuse. D'écouter Taylor Swift. Les connasses. On n'est pas hyper altruiste. non, mais si, ça rend heureux, évidemment, d'aider les autres, mais c'est pas « it is not what makes us happy, it is one of the things that can make us happy ». Ça y est, en fait, tout le monde est réparé, là. Donc, ils sont plus heureux du divorce, ni homophobes. Franchement, c'est un fantôme efficace. Hein. Ouais, le Brexit va plus se passer. Oui, parce que la fin, donc c'est un grand concert en plus où elle chante, donc elle leur impose tout ça, quoi. C'est clair. Et déjà, ils sont à la rue, en plus, ils doivent écouter Emilia Clarke chanter. C'est ça. Fait beaucoup. Et au premier rang, t'as sa famille, donc ses parents étaient quand même au bord du divorce et ne pouvaient pas se saquer, mais là, ils sont en train de danser ensemble parce qu'ils s'aiment à nouveau. Hein. Ouais. Sa sœur, qu'elle a outé 3 jours plus tôt, est là avec sa petite copine, voilà, parce que maintenant ses parents sont tolérants et sa sœur lui a pardonné la pire trahison qu'on puisse faire à quelqu'un, quoi. Mmh. Et tout le monde est là et tout le monde est content. Et tous les gens qu'elle a croisés pendant le film à un moment ou un autre sont là. C'est-à-dire que le chauffeur de taxi ça, c'est son père en vrai. Ouais. Oui, mais genre l'agent immobilier qui lui a fait découvrir la mort du fantôme est là. On ne sait pas pourquoi. Voilà, elle a invité. Et tout le monde est heureux. Toi qui es une experte en la matière, est-ce que tu as trouvé qu'il y avait quand même des clichés du film de Noël qui étaient utilisés à bon escient dans le film ou ça marche pas du tout? À bon escient, non. Mais les clichés du film de Noël, oui, t'as toujours en fait
Un personnage cynique qui réapprend à aimer la vie et à aimer Noël, normalement. En vrai, là, Noël sert un peu à rien. C'est aussi ça, c'est que Noël n'a pas de rôle dans l'histoire. C'est-à-dire que ça pourrait être une autre période de l'année. Ils auraient pu le faire à Pâques, ça changerait pas trop. Alors, c'est sûr que Last Christmas marcherait moins bien. Last Easter. C'est vrai. Il y a juste un joli décor et le côté magique, quoi. Mais non, à bon escient, rien n'est utilisé à bon escient dans ce film. Vraiment. C'est clair. Il y a quand même des tentatives de faire des dates romantiques entre Kate et son fantôme. Ils veulent lui montrer des endroits un peu inconnus. Tu sais, il y a des guides insolites de villes, parfois. Et là, t'as l'impression que c'est un peu ça. C'est-à-dire que peut-être Emma Thompson a lu un guide insolite de Londres juste avant d'écrire le scénario. Et donc, à un moment, il l'emmène dans une petite ruelle et lui dit « Tu savais que c'était la ruelle la plus étroite de Londres ?» Et t'es là « Ouais, super. En fait, des ruelles étroites, il y a que ça partout. » Et donc, un soir, il l'emmène dans une patinoire déserte pour faire du patin. Ce qui est censé être cute, surtout, la patinoire a le système de lumière le plus impressionnant de n'importe quelle patinoire dans laquelle j'ai jamais mis les pieds. C'est un immense lustre qui fait 28 km². Ouais, c'est très, très beau. Et donc, ils font du patin tous les deux et ça t'a fait remarquer que c'était très à propos, vu l'origine du personnage de Kate. Bah ouais, les Yougoslaves. Ils adorent faire le patinage artistique. C'est connu. En vrai, j'en sais rien. Mais ça aussi, en fait, c'est ce qu'elle a dû chercher en écrivant le truc. Elle était là. Alors, les Slaves, qu'est-ce qu'ils font ? Ah ouais, c'est vrai qu'au JO, ils sont très forts. En patin, on les voit beaucoup, ceux-là. C'est clair. Pour moi, le plus gros problème, c'est que un film de Noël, dans ma tête, c'est censé être hyper feel good et réconfortant et me coller un sourire aux lèvres et justement me dire, je suis un petit peu déprimée, mais je vais regarder ça et ça va me mettre du baume au cœur. Et en fait, ce film est hyper glauque. Il est très très glauque, mais il n'est jamais aussi glauque que dans le moment où en fait, du coup, on a plein de scènes où on la voit avec lui, mais comme c'était un fantôme, elle était toute seule. Et le film nous repasse toutes ces scènes, et ça, c'est vraiment d'une tristesse, mais absolument écrasante. Ah, il est là. Mais non, elle va tout refaire. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là, tu vas voir à quel point elle est pathétique. C'est hyper glauque. C'est-à-dire que la meuf a quand même embrassé un fantôme en public. Mais ça, il nous le montre pas. Ça, il ne montre pas, parce que ça aurait été vraiment ridicule. Mais ça aurait été drôle. Mais voilà. exactement. Enfin, vraiment, c'est en fait ils ont voulu être tellement sincères qu'ils ont raté toutes les occasions de comédie. Mais en fait, c'est censé être drôle quand même. Et puis en fait, tout est déprimant, c'est-à-dire que non seulement ça, c'est hyper pathétique, mais juste les décors intérieurs sont très glauques, les appartements, tout fait appartement témoin. On a vraiment l'impression que ça a été construit pour le film 5 heures avant de tourner la scène. Oui, son appartement à lui et sa chambre à elle, par exemple. Mais après, le magasin ou des choses comme ça, c'est joli. Le magasin, c'est mignon. Mais par exemple, même la première pote chez qui elle loge, elle dort dans son placard. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un côté où moi, ça me rend juste hyper triste, quoi. Je me dis, j'ai pas envie de voir ça. C'est déprimant. Ouais, c'est un peu de la loose. On s'est demandé aussi si on pourrait pas recaster le film pour avoir des leads un petit peu plus charismatiques. Et moi, je pensais tout de suite à Florence Pugh à la place de Emilia Clarke parce que elle est méga, méga charmante pour le coup. Oui, et je pense que c'est une actrice d'un autre calibre. Ça, c'est sûr. Tu recasterais comment, toi, le couple principal ? Florence Pugh, je suis d'accord. Et pour l'accompagner, Paul Mescal. Paul Mescal, c'est pas mal, mais il est un petit peu trop déprimant, en fait. Et je pense que là, t'as besoin de quelqu'un de solaire. Ah bah alors, Glenn Powell. Ouais, grave. Mais bon, malheureusement, il est américain. Ouais, mais c'est pas grave, il a pu mourir à Londres. Hein. C'est vrai. Et il est resté, le pauvre. Et il pourrait faire des blagues, du coup, sur le fait qu'il est mort à Londres et que c'est vraiment hyper relou pour lui. Parce qu'il aimerait bien rentrer, du coup, il peut pas rendre visite. Famille. Voilà, il peut pas rendre visite à sa famille. C'est vrai que c'est une très bonne idée, ouais. And the Oscar goes to... And the Oscar goes to... C'est nul! On va faire un petit retour sur les critiques. Effectivement, le film n'a pas été particulièrement bien accueilli. Je pense que tout le monde était assez d'accord avec nous. Dans Rolling Stone, ils y sont allés très fort. Ils ont dit que c'était incroyablement, étonnamment, monumentalement mauvais. Le genre de mauvais qui est situé à peu près entre trouver un bout de charbon dans votre chaussette de Noël ou en trouver un douloureusement logé dans votre rectum. Je me disais, ils vont pas aller là, mais si. Si, ouais, non, vraiment, là, tu sens qu'il était énervé, le gars, d'être allé en Projo-Presse pour voir ça. Variety, c'est cucu, c'est précieux, c'est forcé. Et c'est très, très léger sur la romance. Et ça, c'est vrai que c'est quand même un gros problème. Peut-être parce que le film est un petit peu trop amoureux de lui-même. Très bien dit. Le Guardian dit absurde et inexplicable. Voilà. CNews a adoré, preuve de plus que c'est vraiment pas mon film. Hein. Une comédie romantique parfaite pour les fêtes de fin d'année.
Ouais, bon. On peut vous en trouver des mieux. Marie vous filera des petites recommandations à la fin. Je pense qu'on peut trouver beaucoup mieux que ça. Libération a beaucoup aimé aussi. Ils ont écrit que Paul Feig mélange avec talent, comédie et conte cruel. Et alors, il y a un passage qu'il faut que je vous lise. Feig poursuit en toute sentimentalité nunuche, tant mieux, espiègle et coloré, l'assemblage de son monde féminin à l'imagerie Camp Tramp, mi-gay, mi-vagabonde, qui a ici les teintes acidulées et les chaussées mouillées d'un Londres en bonbonnière. Et le sourire d'Emilia Daenerys Clarke, peroxydée comme son idole, dont le personnage désordonné, aux calamités répétées, a cette seule mais insigne qualité, être fan absolu du chanteur de charme. Le Figaro, plus mièvre qu'attendu vu son pédigré, le film arrive néanmoins à nous surprendre en déjouant les codes du genre. Comment ? Bah, c'est un fantôme. Et ils finissent pas ensemble, du coup. C'est vrai. L'énergie d'Emilia Clarke, ex-mère des dragons, est contagieuse. Pas vraiment. Non, mais ça, vraiment, enfin, je sais pas, les gens sont tellement facilement charmables. Bah, en fait, Charmé. moi, je pense que c'est même pas ça. C'est que ça me rappelle vraiment ce qu'on a vu avec Paris Hilton dans La Maison de Cire et avec Rihanna dans Battleship. C'est-à-dire que beaucoup des critiques, en réalité, se focalisent sur Emilia Clarke. Et c'est vrai que le film est sorti en 2019. On était vraiment dans la folie Game of Thrones qui venait de se terminer. Et en fait, il suffit de ça pour que ça crée une curiosité assez démesurée chez beaucoup de gens et chez beaucoup de critiques. Et que ça leur fasse peut-être fermer les yeux sur plein d'autres choses. Ou peut-être ne pas remarquer les red flags du film parce qu'ils voient juste Emilia Clarke et ils sont surpris qu'elle fasse autre chose que Daenerys et ça suffit. Parce que c'est vrai que beaucoup de critiques mentionnent ça et en fait, c'est pas suffisant. Enfin, je pense que quand on le revoit aujourd'hui, on s'en tape qu'elle était dans Game of Thrones. Non, mais je pense que beaucoup de gens ont été très très charmés par Emilia Clarke pendant des années. Je peux le comprendre, je n'y adhère pas. Mais du coup, je pense que ça a vraiment, comme tu le dis, eu un gros impact sur leur perception du film et de ce personnage qui est insupportable et pas charmant du tout. Je suis tout à fait d'accord. Télérama a mis 2 T. Entre comédie romantique et conte de Noël, Last Christmas, coécrit par Emma Thompson, par ailleurs irrésistible en mère étouffante, magnifie un Londres tout enguirlandé, nous réchauffe sous des pelletées de George Michael et produit in fine l'effet d'un film doudou souvent drôle, un peu mollasson, mais bien de saison. Bah, Souvent non, mais drôle, en fait, vraiment. le truc, c'est que, désolé, il faut montrer des vrais films de Noël à ces gens, quoi. Et des vraies comédies romantiques. Et après, on en reparle. Ma préférée, c'est Les Fiches du cinéma, qui a écrit comédie romantique de Noël, plus mélodrame tire-larme, plus Londres gentrifié, plus le répertoire de George Michael égale Burke. Au moins, c'est clair. Parmi tes films de Noël préférés, justement, Marie, qu'est-ce que tu recommanderais pour se rincer un petit peu l'œil après Last Christmas ? Bah alors, il y en a un qu'on a vu l'an dernier pour Amis, c'était L'amour à tout prix. Oui, c'est vrai avec que Sandra Bullock et Bill Pullman, qui est vachement bien et qui, pour le coup, est une vraie comédie romantique bien, avec un aspect un peu au bord de la mort et un peu absurde, mais qui fonctionne, quoi. Tout à fait. Il y a The Holiday, avec Cameron Diaz et Jude Law et Kate Winslet et Jack Black, qui J'adore est ce film. un super film, vraiment. Je cite pas Love Actually parce que je pense que c'est pas un très très bon film, mais je sais qu'il y en a Non, plein qui aiment, mais c'est je suis mieux d'accord. que ça. C'est mieux que Last Christmas, très clairement. Une super comédie, c'est Elf, avec Will Ferrell, où il joue un humain qui s'est cru elfe toute sa vie et qui débarque dans le vrai monde pour rencontrer son père. C'est trop drôle et c'est trop bien. Tu l'as vu ou pas ? Oui. J'adore ce film. Ensuite, il y a Esprit de famille avec Sarah Jessica Parker, qui est un très bon film de Noël de famille, justement, où en fait... c'est une meuf ultra coincée et citadine qui découvre l'esprit de Noël en allant dans la famille de son mec et en tombant amoureuse de son frère, du frère du mec. C'est vachement bien. Sinon, il y a les classiques, Maman, j'ai raté l'avion. J'en parlais tout à l'heure, il y a aussi Les 4 filles du Dr March. Quand Harry rencontre Sally, pour moi, c'est un film de Noël et de fin d'année parce qu'il y a l'esprit automne, hiver, ça se finit sur le jour de l'an, donc ça fonctionne très bien. Et You've Got Mail, pour moi, c'est aussi un film de Noël, même si certains diront que ça l'est peut-être pas, mais c'en est un. Et après, il y a plein de dessins animés et tout, mais franchement, il y a plein de trucs. Il y a aussi La Garçonnière, qui est un film un peu déprimant, mais qui est un très beau film et qui se situe autour de Noël et du jour de l'an. Après, franchement, moi, Paddington 2, je trouve que c'est une valeur sûre. Ah, de ouf. Ouais, non, carrément. Moi, je veux proposer une contre-programmation un peu. Moi, déjà, j'adore le Grinch. Ah oui. Parce que je déteste Noël, donc j'avoue que le Grinch, c'est un de mes films préférés de Noël depuis très très longtemps. Et si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus sombre, il y a le film Je veux juste en finir de Charlie Kaufman, qui est vraiment très 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 déprimant. Mais du coup, si vous êtes plutôt du genre à vouloir regarder un truc qui match bien avec votre humeur et que vous détestez Noël, je peux recommander ça. Mais vraiment, je préviens, c'est méga méga dark, comme le titre l'indique.
Et sinon, pour moi, un des meilleurs films de Noël récents, c'est Elle de Paul Verhoeven avec Isabelle Huppert. Vraiment, c'est pas un Rape and Revenge? Si. Mon Dieu. C'est trop bien. Franchement, c'est une meilleure comédie et c'est plus romantique que Last Christmas. Mon Dieu. Mais sinon, il y a aussi Piège de cristal. Moi, je le regarde tous les ans à la période de Noël. J'avais oublié de le mentionner. Enfin, je l'ai dit au début, mais j'ai oublié de le mentionner là. C'est un film d'action, c'est pas un film de Noël, mais ça se situe lors d'une soirée de Noël dans un bureau et il y a une réplique qui est « Ho ho ho, now I have a machine gun » et ça, c'est génial. Envoyez-nous toutes vos recommandations de bons films de Noël. Et vous avez vu, la définition peut être très large. Il suffit que ça se passe à Noël et qu'il y ait une petite ambiance de Noël. Et surtout que le film soit bien. C'est ça le plus important, je pense. Oui, et il y a un film Netflix que j'aime bien de Noël. Ça s'appelle A Christmas Inheritance ou Noël à Snowfalls en français. Et c'est l'histoire d'une riche héritière qui débarque dans une petite ville et qui rencontre le mec qui jouait dans Obvious Child. Là. Comment il s'appelle Ah oui, Jake Lacey. Ouais. Ah, mais Jake Lacey dans une rom-com, on prend toujours. Voilà, et Jake Lacey dedans, c'est le propriétaire d'une auberge perdue au milieu d'un petit village de montagne. Désolée, ça fonctionne en fait. C'est tellement cliché, mais je l'ai déjà vu 2 ou 3 fois. Ok, je rajoute à la watchlist. On doit quand même se soumettre à notre petite séance de torture. On doit lister 3 qualités de ce film. Je pense qu'il y en a une qui est évidente pour nous deux, c'est les décors. Oui. Qui sont vraiment bien. On a parlé des appartements qui sont pourris, mais vraiment, en fait, le film sublime le Londres de cette période pré-Noël. Qui est le meilleur Londres. Ouais, et c'est vrai que vraiment, en plus, tu sens que c'est le vrai Londres. Enfin, parfois, c'est comme quand on parle de Emily in Paris, et on est là, putain, c'est pas Paris, quoi. Enfin, ça fait très cliché. Là, évidemment, c'est un Londres de touristes et un Londres très charmant, mais c'est un Londres qui existe quand même, et c'est vraiment très plaisant. Oui, je dirais que c'est la plus grande qualité de ce film. Michelle Yeoh est bien. Oui. J'aime bien la chanson de Wham, Last Christmas. La patinoire, elle est bien aussi. La patinoire est bien, et il y a Freedom dans le film. Et ça, on est contente. C'est une autre bonne chanson de George Michael. Ouais. Voilà. C'est la meilleure, je pense. Donc ça, on accepte. Bon, le gros plot twist du film, c'est pas que Tom est un fantôme, c'est que t'as quand même été ému à la fin. J'allais avoir mes règles. Le moment où ils ont leur confrontation, en fait, où elle lui dit « Mais t'es un fantôme ?» Mais comment ça? Et là, tu as été très touchée. Because I'm a part of you. Je suis bizarrement émue. C'est vrai. Non, mais pas aux larmes, tu vois, mais... It was always going to be yours one way or another. Dans ce moment-là, on découvre vraiment ce que le film aurait pu être. C'est-à-dire qu'il y a des petits moments de tendresse entre eux, où ils se prennent dans les bras l'un de l'autre, ou des choses comme ça, où il y a un côté très chaud et cosy, qui aurait pu vraiment imprégner le film, mais qui tombe complètement à côté la plupart du temps, enfin 99% du temps. Mais je trouve que, par exemple, la phrase à la fin sur... j'ai ton cœur, et il dit ça aurait toujours fini par être le tien d'une manière ou d'une autre, sous-entendu que s'il avait connu dans la vie, il serait tombé amoureux d'elle. Ça, c'est joli, quoi. Oui. Mais le problème, c'est que tout le reste ne va pas, donc forcément... J'étais d'humeur à la fois fragile, vulnérable et un peu romantique, donc voilà. Il t'en faut vraiment peu. Ouais. Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Navet ou chef-d'œuvre? Naouch ou Shna? Navet ou chef-d'œuvre? Ah, navet. Hein. Sur une échelle de 0 à 4, à quel point c'est un navet? Alors, on n'est pas à un niveau 4. Non. Parce que rien n'est à un niveau 4. Voilà. Mais on a un niveau miaou miaou quand même. Ouais, moi je pense que de 0 à 4, on est bien à 9,2 quand même. Ouais. 4, c'est 10. Ouais. Ouais. On est quand même vraiment pas loin, quoi. Ouais. Parce que c'est pas super agréable à regarder. Non, c'est même désagréable. Et il y a plein de films, on l'a vu pendant cette saison, qui sont nuls, mais qui sont très agréables à regarder. Oui, c'est ça. Merci de nous avoir écoutés. Merci Marie. Merci Anaïs. D'avoir enduré ce film. Si vous voulez voir ou revoir Last Christmas, il est disponible en VOD, notamment sur Canal+. Payez pas pour ça. Hein. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Si vous découvrez ou redécouvrez ces merveilles du 7e art en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On adore vous lire à chaque saison. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. D'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être un petit épisode bonus qui va arriver bientôt sous votre sapin de Noël. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.
Ami est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Vous avez écrit Djokovic et vous venez vous plaindre, c'est clair. Il me donne froid là en French. Ouais, il faut qu'ils mettent tous des écharpes dans ce film. Bon, lui il est mort donc, mais elle. Lui c'est le problème. C'est déjà mieux que Katz. Hein. Je parle des bonheurs en fait. Notre est vegan mais il travaille chez Burger King. Le premier il paye pas sa portion alimentaire. You don't make joke about what you don't understand. Surtout, il n'y avait pas de KGB en Yougoslavie. Non, mais... Il n'y avait pas de Yougoslavie en 99, il n'y avait pas de KGB en Yougoslavie. Ouvrir une encyclopédie, je sais pas moi, Wikipédia, c'est gratuit. Avant d'écrire un film. No chance. Tom who? Actually, Tom who? Tom who gave you his heart.